On a vu qu'une section soumise à un effort normal de traction avait une répartition de contraintes uniforme. On rappelle que la contrainte est une force par unité de surface et qu'une distribution uniforme veut dire qu'en tout point de la section, la contrainte est la même. On a vu également que l'effort normal pouvait être vu comme la résultante des contraintes appliquées au centre de gravité de la section et que la contrainte était définie comme sigma égale n sur A. Donc la contrainte se calcule comme l'effort normal divisé par l'aire de la section. Que se passe-t-il lorsqu'on aborde le problème de la flexion? Donc reprenons une section soumise à un moment fléchissant my. De manière assez intuitive, on perçoit que les contraintes vont être de la même nature que celles de traction, c'est-à-dire des contraintes normales perpendiculaires à la section, et que sur la largeur du profil, elles vont être uniformes. Ensuite, par contre, on comprend que la distribution des contraintes ne va plus être uniforme sur la hauteur de la section, puisque plus on va se rapprocher de l'axe de la barre, moins les contraintes seront importantes. Et que dans la moitié supérieure, on a des contraintes de traction, lorsque dans la moitié inférieure, on a des contraintes de compression, avec le sens du moment fléchissant comme celui-ci. Et on va donc avoir une forme de symétrie. Donc la répartition des contraintes dans cette section va avoir cette allure-là, et elle va être linéaire. Linéaire, ça veut dire qu'en fait, il y a une proportionnalité de la contrainte en fonction de son éloignement de l'axe de centre de gravité de la section. Et donc, on va définir des contraintes maximales ou minimales, avec des conventions de signes positifs pour la traction et toujours négatifs pour la compression, et des contraintes après situées le long de la section. Le moment sera toujours vu comme la résultante de ces contraintes appliquées au centre de gravité de la section. La question qui va donc se poser maintenant, c'est comment calcule-t-on cette contrainte normale due au moment fléchissant? Bien entendu, elle va faire intervenir le moment fléchissant, mais une autre grandeur. Donc dans le cas de la traction, c'était l'aire de la section. Quelle sera cette grandeur dans le cas de la flexion? Prenons l'exemple de deux poutres en I, une placée dans le sens vertical et une couchée, et appliquons-leur un effort de traction. On s'aperçoit que l'orientation de la section ne change pas le comportement, que les deux barres s'allongent de la même manière, et que la caractéristique géométrique de la section qui nous intéresse est donc l'aire de cette section. Prenons maintenant les deux mêmes barres et appliquons-leur un effort vertical à mi-portée. On constate maintenant que l'orientation du profil change le comportement, puisque la déformation n'est pas la même. Et on va donc introduire une nouvelle caractéristique géométrique qui va s'appeler I pour inertie de la section. Cette inertie va être liée à un axe, donc l'axe Y pour l'inertie forte, et on va parler de IY, et l'axe Z pour l'inertie faible, et on va parler de IZ. On rappelle que dans notre cas, les diagrammes de sollicitation N, VZ, MY ont l'allure suivante, et qu'on va s'intéresser donc ici aux sollicitations du moment, et que le diagramme nous permet donc d'identifier la section la plus sollicitée. Ici, il s'agit de la section à mi-portée, et que pour l'instant, on ne regardera pas les effets de l'effort tranchant sur la section. Pour calculer ces contraintes dans le domaine élastique, c'est-à-dire lorsque la contrainte reste inférieure ou égale à Fy, la limite élastique de l'essai de traction, on va regarder donc notre distribution linéaire de contraintes avec notre contrainte sigma en partie courante et sigma max et sigma min sur les extrémités. Et donc cette contrainte sigma va être exprimée comme étant my divisé par iy divisé par v. Alors ce iy, c'est une caractéristique géométrique, donc l'inertie qu'on trouve dans le catalogue de profil et qui s'exprime en cm². Et v est la distance qui sépare la ligne moyenne de la poutre avec la fibre à laquelle on cherche à calculer la contrainte sigma. Alors comme ce qui nous intéresse c'est les extrémums, on va avoir sigma max qui va être défini comme my sur iy divisé par vmax. Et il s'avère que iy divisé par vmax, ça va pouvoir s'appeler également WELY, et c'est également une caractéristique de la section qu'on va retrouver dans le catalogue de profil et qui s'appelle le module de flexion élastique qui s'exprime en centimètres cubes. Alors c'est logique puisqu'on divise des cm² IY par des centimètres qui sont une distance, donc des cm² divisé par des centimètres, il reste bien des centimètres cubes. Quel moment MY faudrait-il appliquer à une section pour avoir comme contrainte maximum FY, c'est-à-dire la limite élastique? Alors on sait que on veut se placer dans le cas où la contrainte vaut Fy,
et on sait que la contrainte vaut my sur WELY. Mathématiquement, donc my sur WELY vaut fy, on en déduit que le moment à appliquer vaut WELY fois fy, et ce moment, on va l'appeler MELYRD, qui est donc le moment élastique résistant autour de l'axe Y de la section. Alors, si on regarde l'évolution des contraintes dans une section fléchie, on va commencer par le domaine élastique. Donc, on va regarder ce qui se passe dans notre section en deux points différents. Donc, le point A qui se situe au quart de la hauteur et le point B qui se situe à l'extrémité. Donc, dans un premier temps, quand on commence à fléchir cette section, si je reprends le diagramme de sigma epsilon qui traduit donc le comportement de l'acier, on voit que dans un premier temps, les deux points A et B restent dans le domaine élastique et que le point B est plus sollicité que le point A. Donc la contrainte en B est supérieure à la contrainte en A, mais l'ensemble reste inférieur à la limite élastique. Et donc que le moment reste inférieur au moment élastique résistant. Si on continue à faire croître la valeur de my, il y a un moment donné, le point B va atteindre la limite élastique. Donc dans ce cas-là, le moment vaut le moment élastique de la section. Et le point A, lui, n'est toujours pas arrivé à fy. Que se passe-t-il si on continue à augmenter le moment my? On va donc passer dans le domaine plastique. Ça veut dire que la fibre supérieure qui avait atteint fy, eh bien, d'après le diagramme, ne va pas augmenter en contrainte, puisqu'on va être dans le palier plastique. Donc elle va physiquement, elle va s'allonger, ça veut dire que la barre est en train de se déformer de façon irréversible, et que la fibre qui est juste en dessous, elle va atteindre fy, ainsi de suite. Donc dans cette configuration-là, on a déjà commencé à plastifier notre section, c'est-à-dire qu'on voit apparaître ici une zone plate, par symétrie bien entendu sur les contraintes de traction également. Ça veut dire ici que le moment my est supérieur au moment élastique résistant. Et si on continue à augmenter my, eh bien à un moment donné, les deux points vont atteindre la limite fy. Et si on continue encore à augmenter my, on va arriver à un moment où il va y avoir une plastification totale de la section, c'est-à-dire que toutes les fibres de la partie supérieure seront en traction avec pour valeur fy et toutes les fibres de la partie inférieure en compression à la contrainte également fy. Donc là, quand on sera là, on aura atteint ce qu'on appelle le moment plastique résistant, MPLYRD, donc le moment plastique autour de l'axe Y résistant. Ça correspond donc à une distribution de contraintes uniforme sur la moitié supérieure en traction et uniforme sur la moitié inférieure en compression. Et ce moment plastique va se calculer par analogie avec le moment élastique comme WPLY fois FY. Et WPLY, c'est également une caractéristique géométrique de la section qu'on va retrouver dans le catalogue de profils et qui, comme pour WEL, se mesure en centimètres cubes. En résumé, on a vu qu'il existait deux niveaux de résistance pour une section sous moment fléchissant. Donc, il y a la résistance vis-à-vis du moment élastique et celle du moment plastique. Donc, la distribution des contraintes du moment élastique est linéaire, celle du moment plastique est uniforme par demi-section. On a vu qu'on calculait le moment élastique comme étant le produit de WELY fois FY et pour le moment plastique, WPLY fois FY. Alors pourquoi deux seuils différents, élastiques et plastiques? Parce qu'on va voir ultérieurement qu'on ne peut pas toujours aller jusqu'au moment résistant plastique, qui est toujours supérieur au moment élastique, parce que des fois on est limité au moment élastique. L'Eurocode va donc définir quelles sont les sections qui vont être limitées au moment élastique résistant et quelles sont les sections qui pourront aller jusqu'au moment plastique résistant.